On dit qu'il suffit d'un regard, on dit qu'il suffit d'un sourire. La plupart des gens cherchent l'amour avec un grand A. Le vrai amour, celui qui compte, celui qui reste. Mais parfois, lors de certaines rencontres, nous tombons sur des personnes toxiques. Lorsque la belle Tony se retrouve en centre de détention pour mineurs, elle va faire la rencontre de Victoria qui va la prendre sous son aile, la protéger. Elle, qui était jusqu'alors hétéro, va alors tomber follement amoureuse de sa protectrice. Malheureusement, Victoria était une fille violente et la pauvre Tony en paiera le prix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de nous lancer dans cette affaire, je vous propose un petit défi. Je vous propose qu'on essaie d'atteindre en dessous de cette vidéo 7000 likes. Alors on est chaque jour un petit peu plus nombreux et je suis sûre que nous pouvons le faire, donc je compte sur vous. Mais sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement afin de découvrir tous les détails de l'affaire Victoria Mendoza. Tony est née le 17 juin 1997 à Salt Lake City dans l'Utah. Elle eut une enfance et une adolescence heureuses. Ses parents, Donna Anderson et Casey Bird, se séparèrent alors qu'elle avait tout juste 1 an, mais pour le bien de leurs enfants, ils réussirent à garder de bons contacts. Elle grandit donc dans une famille recomposée et aimante. Elle avait 2 frères et une sœur et lorsque sa mère se remaria, 2 demi-frères vinrent agrandir la famille. Elle est décrite comme une jeune fille joyeuse, extravertie, et ce qu'appréciaient particulièrement ses amis, c'était son sens de la dérision, son sens de l'humour. Tony était très populaire, c'était une jolie jeune fille avec de longs cheveux blonds et de jolis yeux bleus, et elle avait un certain succès avec les garçons. Elle avait d'ailleurs régulièrement des petits copains et elle faisait partie des filles populaires de son lycée. Mais Tony était aussi très ambitieuse, elle avait un rêve, devenir chanteuse. Elle avait une très jolie voix et elle rêvait de devenir célèbre et de pouvoir vivre de sa passion. Selon sa meilleure amie, Tony était aimante, attentionnée, mais surtout c'était une amie fidèle sur laquelle on pouvait toujours compter. C'est d'ailleurs ce qui va lui jouer des tours et donner un autre sens à sa vie. En juin 2010, alors qu'elle avait 17 ans, elle était avec des amis dans une voiture en train de zoner et de fumer de l'herbe. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une patrouille de police les surprenne. Ce n'était qu'un simple contrôle de routine, mais les policiers trouvèrent à l'arrière de la voiture un bong et un peu d'herbe. En Utah, qui est l'un des États les plus conservateurs des États-Unis, être en possession de substances contrôlées est considéré comme un délit de classe B. Et la sanction pour un majeur est une peine de prison et une inscription sur le casier judiciaire. Ce jour-là, Tony, qui était la seule mineure de la bande, décida de porter l'entière responsabilité en déclarant que l'herbe et le matériel lui appartenaient. Ainsi, elle épargnait à ses amis une peine de prison, mais cela ne fut pas sans conséquence pour elle. Elle entra ainsi dans le service de protection de l'enfance. Elle fut retirée de chez sa mère et placée chez sa tante un certain temps. Son père, qui avait eu lui aussi quelques soucis avec la drogue, ne prit pas la nouvelle à la légère. Il constata que malgré la mise en garde, Tony continuait à fumer avec ses amis. Aussi, il demanda à son agent de probation de lui faire passer des tests aléatoires. Ce dernier lui répondit qu'il ne pouvait pas ordonner les tests par lui-même et il en référa au tribunal pour mineurs. Tony fut ainsi envoyé dans un établissement de traitement de la santé comportementale pour 90 jours. Pour Tony, ce fut un véritable choc. Elle, qui vivait dans une banlieue tranquille, se retrouvait soudain avec de véritables criminels. Certaines étaient là pour trafic de drogue, d'autres pour violence, braquage, et certaines faisaient même partie de gangs. Les premiers jours, elle les passa à pleurer, sa mère se faisait beaucoup de soucis pour elle. Elle ne savait pas comment sa fille allait pouvoir s'en sortir dans un tel environnement. Les premiers jours furent donc très difficiles, elle était confrontée aux autres détenus, elle était même prise à partie par certaines, mais une rencontre va tout changer. En effet, elle fit la connaissance de Victoria Mendoza, qui avait 17 ans et qui était là pour comportement antisocial. Victoria était originaire du Mexique, elle n'avait pas eu la chance d'avoir une enfance et une adolescence heureuses. Avec ses parents, ses frères et sœurs, ils étaient très pauvres et vivaient tous entassés dans un tout petit appartement n'ayant qu'une chambre. Au-delà de la précarité dans laquelle ils vivaient, c'est lorsqu'elle eut 10 ans que les choses prirent une tournure tragique. En effet, durant cette période-là, son père se suicida.
Ce fut un véritable choc pour Victoria et à partir de ce moment-là, son comportement ne fit qu'empirer. Elle commença à sécher l'école, elle se bagarrait souvent, elle fit d'ailleurs de nombreux séjours en maison pour mineurs. Elle était donc habituée à cet environnement contrairement à Tony et elle savait se faire respecter. Les deux jeunes filles commencèrent donc à faire connaissance et c'est leur passion commune pour le chant qui les réunit. Avec Victoria, Tony se sentait protégée, elle n'était pas seule, elle représentait sécurité et protection, et c'est ce qui l'aida à survivre dans cet environnement hostile. Malheureusement pour elle, Victoria apprit une bien triste nouvelle qui la toucha profondément. Sa mère souffrait d'un cancer du sein. Elle put alors compter sur Tony qui était, comme je vous l'ai dit, une amie fidèle et fiable. C'est ainsi que la relation entre les deux jeunes femmes prit une tournure plus intime. C'était quelque chose de nouveau pour Tony qui avait eu jusqu'alors exclusivement des relations avec des garçons. Des sentiments naissaient et les deux jeunes filles devinrent inséparables et amoureuses. Un jour, lors de la visite de sa mère, Tony lui présenta Victoria et elle en profita pour lui annoncer qu'elle était gaie et que Victoria était sa petite amie, qu'elle l'aimait et la protégeait. Sa mère, quelque peu choquée par la révélation, fut, après coup, tout de même soulagée de voir sa fille heureuse. Aussi, si c'était le choix de sa fille, c'était un choix qu'elle respectait, surtout qu'elle était reconnaissante envers Victoria de veiller sur elle. En août 2010, Tony sortit du centre un mois avant Victoria. Elle était partagée entre le bonheur d'enfin sortir et la tristesse de se séparer de celle qui faisait à présent battre son cœur. Les deux jeunes femmes se firent une promesse, elles attendraient la sortie de Victoria pour continuer leur idylle. Le jour de la sortie, Victoria glissa un petit mot dans la main de Tony en lui demandant de le lire seulement lorsqu'elle serait dehors. Aussi, une fois dans la voiture avec sa mère, elle ouvrit le petit mot et fut assez choquée du message. Il était inscrit « Couche avec quelqu'un d'autre et je serai obligée de te tuer. Avec tout mon amour, vis ». Elle ne prit pas cette première menace au sérieux alors que malheureusement c'était là le premier drapeau rouge. Tony, à sa sortie, repartit s'installer chez sa mère. Elle, qui était très extravertie et avait beaucoup d'amis, les retrouva avec beaucoup de plaisir. Elle leur parla immédiatement de son amoureuse, Victoria, et bien qu'étonnés de sa nouvelle homosexualité, ils étaient ravis de la voir si épanouie et amoureuse. Tony, elle, de son côté, n'avait qu'une hâte que Victoria sorte afin de la présenter à son groupe d'amis et de continuer à vivre leur amour dans la vraie vie. Et c'est un mois plus tard qu'accompagnée de son père, Tony se rendit dans le centre pour mineurs, mais cette fois-ci afin de récupérer Victoria. Tony avait parlé à son père de sa relation avec Victoria. Du moment qu'il voyait sa fille heureuse, épanouie et amoureuse, c'était le plus important pour lui. Aussi, il accepta d'aller la chercher à sa sortie. Lorsqu'il vit Victoria, il fut quelque peu surpris par son apparence. Elle avait entre guillemets tous les codes du mauvais garçon, elle était très masculine, tatouée et ne ressemblait absolument pas aux amis que sa fille avait l'habitude de fréquenter. Mais tout cela n'était qu'apparence et si sa fille était heureuse et amoureuse, c'était pour lui l'essentiel. Ce qui est assez curieux, c'est qu'alors que sa mère souffrait d'un cancer, à sa sortie, Victoria fit le choix d'aller d'abord dans la famille de Tony. Elle fut d'ailleurs accueillie à bras ouverts par la famille et les amis de sa petite amie. La mère de Tony lui proposa même de passer quelques jours à la maison, ce qu'elle accepta volontiers. Les deux jeunes femmes étaient ravies enfin de se retrouver, elles sortaient beaucoup avec les amis de Tony, elles étaient très fusionnelles, elles ne se lâchaient pas d'une semelle, elles faisaient tout ensemble. Quelques jours après sa sortie, Tony accompagna Victoria à Ogden, à une 50aine de kilomètres de Holladay où elle habitait. Ogden n'était pas une ville aussi tranquille que Holladay. Il y avait un taux de criminalité assez important à cause de la présence de certains gangs dans la ville. C'est d'ailleurs une ville qui a plutôt mauvaise réputation. Certaines personnes disent qu'à chaque fois qu'ils se rendent dans cette ville, il y a toujours un problème. Lors de cette visite, Victoria put à son tour présenter sa nouvelle petite amie à son entourage, mais ses fréquentations n'étaient pas les mêmes que celles de Tony. Ils étaient plutôt du genre infréquentables. D'ailleurs, Victoria se promenait toujours avec un couteau sur elle, c'était sa façon de se protéger. Alors que Tony était sûre d'elle, confiante, ouverte aux autres, Victoria, elle, était beaucoup plus taciturne et renfermée.
Néanmoins, elle semblait heureuse et amoureuse, elle postait régulièrement des photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on pouvait les voir complices et heureuses. Mais malheureusement, comme souvent, la réalité était tout autre. Victoria était au quotidien très possessive et jalouse, elle considérait les hommes comme une potentielle menace et avait peur que Tony ne la quitte pour retourner avec un garçon. Dès qu'un ami, un homme parlait avec Tony, c'était des disputes. Elle voulait de plus savoir avec quel garçon elle avait couché avant d'être avec elle, elle devenait de plus en plus contrôlante avec sa petite amie. C'était un sujet de dispute très fréquent, dès qu'elle parlait avec un ami homme ou qu'elle recevait le message d'un homme, cela partait en dispute et en grosse crise de jalousie. Elle l'accusait alors de la tromper et de toute façon elle lui disait que même si elle n'avait pas une idée derrière la tête, les hommes, eux, avaient forcément une idée derrière la tête. Elles se disputaient en privé, mais il leur arrivait aussi de se prendre la tête devant les amis de Tony. Ils avaient certes dès le départ accepté Victoria à bras ouverts, mais ils savaient aussi qu'elle était plutôt impulsive et qu'il fallait pas trop la chercher. En juin 2012, la mère de Victoria décéda. Dans cette épreuve douloureuse, elle put compter sur sa petite amie, mais aussi sur la famille de cette dernière. Les deux filles étaient à présent en couple depuis 2 ans et Victoria faisait en quelque sorte partie de la famille. Ils furent d'ailleurs très peinés pour Victoria qui se retrouvait alors sans parents, sans argent et sans travail. La mère de Tony proposa alors à la jeune fille de venir s'installer chez eux aussi longtemps que nécessaire. Ses parents la considéraient comme l'une de leurs filles, elle avait ainsi trouvé une nouvelle famille. Dana lui dit même qu'elle pouvait l'appeler maman si elle le souhaitait. Mais toutes ces preuves ne suffisaient pas à sécuriser Victoria. Les disputes et les crises de jalousie s'enchaînaient entre les deux jeunes filles. Un jour après une énième dispute pour se venger, Victoria quitta la maison et partit rejoindre l'une des amies lesbiennes de Tony, avec laquelle elle eut une relation sexuelle. Tony, très touché par toute cette affaire, décida alors de mettre un terme à sa relation. Victoria tenta plusieurs fois de renouer avec celle qu'elle avait trahie, mais cette dernière était trop blessée, elle restait sur ses positions. Elle sentait bien que Victoria était toxique, elle voulait passer à autre chose, aller de l'avant. C'est alors que Victoria décida d'enregistrer un message d'excuse pour reconquérir sa petite amie qu'elle posta sur YouTube. Je vous mets un extrait. First I want to say is I'm sorry for hurting you and cheating on you with your best friend. And your best friend is a slut and I don't like her. She's gross and I can give a fuck less. Alright? So, this video is like an apology to you. And the girl I'm talking about is Tani. And I'm trying to get her back to be with me so I can keep her again and for her to give me another chance. Because I'm in love with her and I love her and I want her back. And I'll do anything I have to do to show her that I can be a better girlfriend. And just look at all the feelings that and everything we've been through when we first met each other in our program and then when we got out. Besides the bullshit that I did and all the little notes that you've written me and all this shit that you got me and all that shit means a lot to me and I don't want to lose you at all. Like, I really, really, really do love you and I'm really sorry for everything I did. And I'm just wanting to have you back in my arms again and treat you better than I ever treated any other girl before. Because I want to be with somebody and I'm going to do everything in my power to get her back. Instead of letting her walk free and letting her go to somebody else. I'm going to do whatever I have to do in my power. I'm not single. I'm waiting for somebody, actually. But, see, you made me this letter, and you made me this one. See, look, all of our pictures because we love each other. And I just want to ask you if you'll be my girlfriend again. And I love you so much. I love you. So if you'll please be my girlfriend, I'll be really happy. Okay? Les amis de Tony, qui sentaient que la relation était toxique, espéraient tous qu'elle ne lui pardonne pas, d'autant plus que son message d'excuse et la façon dont elle l'avait fait passer étaient assez étranges. Mais Tony fut touché par l'attention et décida, aux grandes dames de ses amis, de pardonner à Victoria. Après cette réconciliation, comme c'était toujours le cas, les deux filles apparaissaient amoureuses, complices et heureuses sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est l'image qu'elles essayaient de renvoyer. Les parents de Tony diront qu'ils n'avaient pas senti le danger arriver. Ils considéraient que leur fille avait du caractère, elle ne manquait pas de confiance en elle, et ils ne la pensaient pas sous l'emprise de Victoria.
De son côté, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, Victoria était, au-delà d'être possessive et jalouse, une personne manipulatrice et menteuse. La relation entre les deux filles ne cessait de se détériorer, la jalousie et la paranoïa de Victoria envers les hommes ne cessaient d'augmenter. Elle vivait dans l'angoisse que sa petite amie la quitte et retourne avec un homme. De fil en aiguille, la relation devenait de plus en plus toxique et il était de moins en moins facile pour elle de faire bonne figure. Les disputes s'enchaînaient et devenaient de plus en plus violentes. Un jour, Tony se confia à sa meilleure amie en lui disant qu'elle pensait qu'un jour, Tony risquait de finir par la tuer. Dana, chez qui elle vivait, avait bien remarqué que la relation entre les deux femmes se détériorait. Un jour, pour une histoire de message d'un homme reçu par Tony, la dispute prit une tournure plus violente. Ce jour-là, alors que le ton montait et les insultes fusaient, Victoria mit un violent coup de poing au visage de Tony, lui cassant une dent et lui fendant la lèvre. Elle saignait beaucoup. Avec ces blessures apparentes, les deux jeunes femmes ne pouvaient plus cacher la terrible réalité à leurs proches. Lorsque la mère de Tony vit le visage de sa fille ainsi tuméfié, elle fut assez choquée et se mit très en colère. De son côté, Victoria semblait se repentir, elle pleurait et s'excusait. Dana voulut voir les blessures de sa fille d'un peu plus près et elle demanda à Victoria d'aller lui chercher de quoi la soigner. Lorsque Tony fut seul avec sa mère, cette dernière lui dit discrètement qu'elle allait porter plainte. Mais sa fille la supplia. Si elle portait plainte, avec ses antécédents, Victoria se retrouverait de nouveau enfermée, mais cette fois-ci en prison. Elle supplia tant et si bien sa mère que cette dernière renonça. La pilule était passée avec la mère, encore fallait-il faire accepter la chose à Kazé, le père. En effet, lorsqu'il vit sa fille dans cet état-là, il fut immédiatement choqué et inquiet. Lorsqu'il demanda ce qu'il s'était passé, Victoria prit la parole. Elle raconta qu'elle s'était faite agresser par une bande à Ogden dans sa ville natale. Elle avait tout fait pour protéger Tony, mais malheureusement, elle avait été frappée et blessée. Ainsi, elle renversa la situation en se faisant passer de coupable à sauveuse malheureuse mais bienveillante. Ni Dana ni Tony ne contredirent Victoria ce jour-là et c'est la version que crut Kazé. Victoria et Tony étaient à présent ensemble depuis 4 ans et la relation était loin d'être idyllique. Victoria, au fur et à mesure que la relation se dégradait, devenait de plus en plus paranoïaque envers les connaissances masculines de Tony. De son côté, Dana, qui hébergeait toujours les deux jeunes filles, était de plus en plus méfiante envers Victoria. Elle ne pouvait pas oublier, faire comme si de rien n'était après ce qu'elle avait fait à sa fille. Pour elle, elle avait dépassé les bornes et souhaitait de tout cœur que sa fille mette un terme à cette relation. Dana se trouvait donc embêtée car elle ne pouvait pas se débarrasser de Victoria si facilement. La jeune fille n'avait plus de parents, elle n'avait aucune source de revenus et malgré tout, en 4 ans, une certaine relation s'était créée entre elles. Aussi, malgré ce qu'elle ressentait, elle n'avait pas le cœur de la mettre à la porte. Résignée, elle essaya donc comme elle put d'apaiser les choses entre les deux jeunes femmes. Elle pensa qu'elles étaient peut-être trop fusionnelles, trop ensemble, qu'elles s'étouffaient et que cela envenimait les choses. Elle proposa donc à Victoria de l'aider à trouver un travail. Toute la famille la soutenait dans ce sens-là, la grand-mère de Tony lui paya même des séances de laser pour effacer certains tatouages, car avec son allure, elle était handicapée pour trouver un emploi. Finalement, Victoria trouva un emploi dans la sécurité. Tout le monde était ravi pour elle, et pour la petite anecdote, sachez que c'est la famille de Tony qui lui paya sa tenue de travail. Le 17 octobre 2014, alors qu'elle devait commencer le lendemain son nouvel emploi, les deux jeunes filles décidèrent de sortir rejoindre des amis dans un bar. Ce soir-là, au passage, elles récupérèrent Leslie, la meilleure amie de Tony, chez elle et toutes les trois retrouvèrent leur groupe d'amis dans un bar d'Ogden. La soirée se passait plutôt bien, Tony était entourée de ses amis, elle était de bonne humeur et discutait avec tout le monde. Mais Victoria n'allait pas bien, elle avait l'impression que sa petite amie la laissait de côté, se désintéressait d'elle, elle avait l'impression qu'elle lui échappait. Elle la voyait rire, s'amuser avec les autres, elle sentait que Tony prenait de plus en plus d'indépendance, elle sentait qu'elle avait de moins en moins d'emprise sur elle, elle était en train de perdre le contrôle. La soirée se déroulait et lorsqu'elle la vit rire avec un homme, son humeur s'assombrit encore un peu plus. Elle partit alors aux toilettes où elle resta 30 minutes. En sortant, elle retrouva Tony et exigea de partir. Elle travaillait le lendemain, elle voulait rentrer immédiatement. Contrainte et forcée, afin d'éviter une esclandre publique, alors qu'elle passait une bonne soirée, Tony décida de partir.
Au passage, elles redéposèrent Leslie qui sentait l'atmosphère assez lourde et pesante dans la voiture, mais elle ne souhaitait pas s'en mêler et une fois arrivée à destination, elle les salua et rentra chez elle. C'est Victoria qui conduisait et aussitôt après avoir déposé Leslie, une fois seule, une nouvelle dispute éclata. Elle se gara sur le bord de la route et le ton monta crescendo entre cris et reproches jusqu'à en arriver aux mains. Tony, selon Victoria, la gifla et en retour, celle-ci lui tira les cheveux. Une lutte s'était engagée entre les deux filles dans la voiture et c'est à ce moment-là, toujours selon Victoria, que pendant la bagarre, elle perdit le contrôle. Elle saisit le couteau qu'elle avait toujours sur elle et frappa Tony 46 fois, aux avant-bras, au visage, à la tête, au cou, à la poitrine et aux oreilles. Victoria venait avec fureur de commettre l'irréparable. À l'intérieur de la voiture, tout redevint silencieux. Tony était inerte, ensanglantée, elle ne bougeait plus. Après un bref instant, Victoria redémarra la voiture et se rendit sur le parking d'une église qu'elle avait fréquentée étant enfant. Elle s'y stationna. Aaron Murphy, un ami du couple, reçut peu après minuit plusieurs appels provenant du téléphone de Tony. Il avait pour habitude de ne pas répondre après minuit, mais comme les appels étaient insistants, il finit par décrocher. À l'autre bout du fil, ce n'était pas Tony, mais Victoria. Elle semblait complètement désemparée et il ne comprit pas ce qu'elle lui disait. Après lui avoir parlé de façon indescriptible, elle finit par raccrocher. Interpellé et inquiet, Aaron décida de la rappeler pour voir ce qu'il se passait et il enregistra parallèlement cet appel. Je vous mets un extrait. Hey, where's Tommy? She's dead. Yes, I actually killed someone. She was searching me to look out. You understand? I went crazy when I didn't need to do it, you know? And then I realized that's where the show was. Oh my gosh, you guys, I'm so scared. You have no idea how scared I am. Victoria lui avoua qu'elle venait de tuer quelqu'un. Elle avait peur. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Dans un premier temps, elle ne mentionna pas le nom de Tony, en tout cas pas avant qu'il ne lui demande où elle était. Elle ne semblait pas plus triste que ça pour celle à qui elle venait de retirer la vie. Elle ne parlait que d'elle, de son anxiété et de la peur qu'elle ressentait. À un moment donné, elle va lui dire que Tony respirait encore. Aaron la supplia alors de la mener à l'hôpital, mais finalement, elle lui dit que c'était fini, elle était morte, elle ne respirait plus. Aaron était en état de choc. Elle lui dira également « Je pense que je vais aller en prison pour longtemps et je veux que tu dises aux gens de ne pas me détester. » Encore une fois, elle pensait plus à elle qu'à la pauvre Tony, à ce que les gens allaient penser d'elle, à la façon dont il la percevrait. Elle lui demanda pour finir de ne pas appeler la police et elle raccrocha. Aaron, suite à cet appel, contacta immédiatement la police. Mais avant d'avoir appelé Aaron, elle avait auparavant contacté sa sœur Cindy Spencer. Elle et son mari, après cet appel, s'étaient rendus sur le parking de l'église où elle se trouvait et c'est en arrivant qu'ils comprirent l'horrible tragédie. Sa sœur appela également le 911 pour leur signaler le meurtre. 911, what is the address and city of your emergency? I have to report a murder. Okay, do you know who was murdered? Yeah, her name is Tony. À 1h du matin, la police reçut donc 2 appels leur signalant qu'un crime avait été commis. Sur ces indications, ils se rendirent sur le parking de l'église. En s'approchant de la voiture, ils virent Victoria couverte de sang. Elle semblait sous le choc, elle pleurait, elle tremblait. Ils lui demandèrent si elle avait une arme et elle répondit que son couteau était à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur, sur le siège passager, ils découvrirent la pauvre Tony, qui avait malheureusement succombé à ses terribles blessures. Victoria fut arrêtée. Au petit matin, des rumeurs se propagèrent rapidement dans l'entourage des 2 filles. Lorsque Leslie se réveilla, elle eut un mauvais pressentiment. Elle appela Tony, qui ne répondait pas, et elle décida donc d'appeler chez Tony pour savoir si elle était bien rentrée. C'est Dana qui décrocha. Elle lui demanda alors si les filles étaient bien rentrées, mais Dana lui répondit qu'elle ne les avait pas vues. Affolée, Leslie lui demanda d'aller vérifier dans leur chambre si elle s'y trouvait. Dana, qui se mit elle aussi à s'inquiéter, partit vérifier, mais elle n'était pas là. Elle ne semblait pas être rentrée. Et aucune d'elles ne répondait au téléphone. C'est là qu'elle lui avoua qu'elle avait entendu que quelque chose de grave était arrivé à Tony. Aussi, lorsque vers 10h du matin, Dana vit une voiture de police se garer devant sa maison, son sang se glaça. Elle comprit immédiatement qu'effectivement, il était arrivé quelque chose de grave.
Les policiers lui annoncèrent que sa fille de 21 ans venait d'être brutalement tuée par la jeune femme qu'ils avaient accueillie chez eux comme un membre de la famille et qu'ils avaient soutenue et aidée depuis toutes ces années. Dana ne croyait pas ce qu'elle venait d'entendre, elle venait de plonger dans un horrible cauchemar. Interrogée par la police, Victoria quant à elle raconta qu'elle s'était disputée à cause d'un garçon et que les choses avaient dégénéré. Elle admit avoir frappé Tony avec un couteau à de nombreuses reprises, 46 fois au total, mais elle fit mine de ne pas avoir conscience de la gravité de la situation. Aussi, elle demanda plusieurs fois des nouvelles de Tony, comme si elle ne savait pas qu'elle était morte. Comme si, la veille, elle n'avait pas tout avoué à Aaron et à sa sœur. L'autopsie révéla qu'aucune blessure n'était mortelle. Si Victoria l'avait amenée à l'hôpital, elle aurait pu probablement être sauvée. La famille de Tony était effondrée, le ciel venait de leur tomber sur la tête. Victoria, elle, fut incarcérée et accusée de meurtre. En février 2015, lors de l'audience préliminaire, elle plaida non coupable. Elle déclara que c'était Tony qui l'avait attaquée, qui l'avait giflée, elle lui avait tiré les cheveux et elle racontera qu'elle avait eu peur pour sa vie. Victoria plaida donc la légitime défense. Selon son avocat, elle était à ce moment-là en pleine crise d'anxiété. Elle dira que tout le monde était contre elle et elle ajoutera même qu'elle avait été menacée par la famille de Tony. Elle menaça ensuite de se suicider en disant « Comme ça, vous en aurez fini avec moi ». Le 10 novembre 2015, devant les preuves accablantes, son avocat lui suggéra de changer son plaidoyer et de plaider non coupable. Ainsi, elle évitait un procès et une potentielle peine de mort. Selon le procureur, ce qu'il s'était passé dans la voiture n'était pas clair. Alors qu'elle avait déclaré conduire, les coups de couteau étaient localisés sur le côté droit du corps de Tony, ce qui suggère que c'était plutôt elle qui conduisait alors. Une trace de sang sur le tableau de bord laissait de plus penser que la malheureuse était passée du siège conducteur au siège passager où elle avait été découverte. Pour prendre la défense de sa sœur, Cindy Spencer vint témoigner à la barre. Selon elle, c'était Tony qui avait le pouvoir dans le couple car c'était elle qui avait tout. La voiture, le logement, le téléphone et l'argent de ses parents. Victoria, qui avait finalement plaidé coupable, à la fin de l'audience, prit la parole et déclara « Je suis un monstre, je plaide coupable. Avant de conclure, moi aussi j'ai souffert. » Casey, le père de Tony, déclara qu'il ne souhaitait pas la peine de mort, il souhaitait une peine de prison à perpétuité. Et il dit « Je veux la voir souffrir et je veux qu'elle souffre longtemps. C'est pourquoi je ne veux pas la peine de mort, je veux qu'elle ait du temps pour penser à ce qu'elle a fait. Beaucoup de temps. » Le juge déclara que selon lui le crime n'avait pas été prémédité, ainsi Victoria fut condamnée à une peine de prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 16 ans. Elle est actuellement incarcérée dans la prison d'État de l'Utah. Elle pourra prétendre à une libération conditionnelle en octobre 2039 après 16 années passées en prison. La famille de Tony et plus particulièrement ses parents se sont exprimés à plusieurs reprises dans les médias. Ils disent regretter de n'avoir pas agi, de ne pas avoir su voir les signes. Ainsi, ils ont essayé de faire passer un message afin que leur triste histoire puisse aider certaines victimes. Famille, signalez les incidents de violence domestique même si vous n'en êtes pas sûr. Dans cette affaire, il y a plusieurs éléments qui me semblent importants. Déjà, premièrement, elle illustre bien le fait que même s'il existe des couples toxiques et dysfonctionnels chez les hétéros, il en existe aussi chez les homos. Tout cela n'est pas une question de sexualité, mais plutôt une question de relation et d'équilibre dans le couple. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'Ali Aboulaban, parfois l'agresseur est un homme envers une femme, parfois c'est une femme envers un homme, mais il arrive aussi que ce soit une femme envers une autre femme, comme c'est le cas dans notre affaire. Lorsque Tony s'est retrouvée dans cette structure pour mineurs, elle a dû se sentir perdue et vulnérable. C'était un environnement complètement étranger et hostile. Victoria était comme un miracle dans cet univers, elle s'est présentée comme une protectrice. Avec elle, elle se sentait en sécurité, protégée, elles ont fait connaissance, se sont délivrées,
et certainement que l'environnement à huis clos a favorisé leur rapprochement. Toni n'était pas lesbienne avant cela, elle avait eu plusieurs petits copains. C'est avec Victoria qu'elle vivra sa première relation homosexuelle. C'est pour elle qu'elle fera son coming out. Les conditions de leur rencontre ont fait qu'une relation forte, fusionnelle, s'est nouée entre les deux jeunes femmes. Ensemble, elles ont partagé des moments douloureux comme l'annonce du cancer de la mère de Victoria. Mais Victoria, ne serait-ce que par son vécu, devait certainement manquer de confiance en elle, et bien que Toni lui avait prouvé qu'elle avait des sentiments sincères, elle se sentait en insécurité. Elle avait peur que leur histoire d'amour ne soit qu'une passade pour la belle Toni. Elle devait avoir peur qu'elle se lasse et qu'elle retourne avec un homme. De plus, Toni était très jolie et appréciée, elle avait toujours beaucoup d'amis autour d'elle. C'était une jeune femme solaire, ce qui exacerbait la jalousie de Victoria. Selon moi, Victoria présentait tous les signes de la dépendance affective. Une peur de l'abandon, une jalousie excessive, un manque d'estime d'elle-même, une anxiété et des comportements compulsifs. De plus, elle se retrouvait dans une situation assez complexe, la relation s'étiolait et si elle perdait sa petite amie, elle perdait tout. Elle était hébergée depuis plus de 4 ans dans sa famille. Auprès d'eux, elle était acceptée sans préjugés, elle vivait à leur crochet car elle ne travaillait pas et fréquentait la plupart du temps le groupe d'amis de Toni. La plupart des dépendants affectifs ont subi durant leur enfance un manque affectif ou un choc émotionnel. Dans le cas présent, ce choc a pu être le suicide de son père alors qu'elle avait 10 ans. Cela l'avait beaucoup choquée et c'est à partir de ce moment-là que son comportement a commencé à changer. Je pense également que Victoria devait souffrir d'un trouble de la personnalité antisociale. Elle avait des difficultés à gérer sa colère et tout le monde le savait, elle était très impulsive et égocentrée. Après le crime, elle n'aura de cesse de toujours tout ramener à elle. J'ai beaucoup souffert, les gens vont me détester. Elle n'a fait preuve d'aucune empathie pour celle qui avait partagé sa vie durant plus de 4 ans. Depuis son plus jeune âge, Victoria avait eu des problèmes avec la justice, elle ne respectait ni les droits d'autrui ni les lois, et je vous rappelle d'ailleurs qu'elle était dans ce centre à cause de son comportement antisocial. D'après l'entourage de Toni, Victoria était aussi manipulatrice et menteuse. Sans leur jeter la pierre, je pense que les parents de Toni n'ont pas été assez prudents. Ils pensaient que seul le bonheur de leur fille était important, Victoria n'était pas une personne saine d'esprit, ils s'en sont remis au seul jugement de leur fille, une jeune fille amoureuse. Cela a aussi été accentué par l'image du couple heureux que Toni voulait renvoyer notamment sur les réseaux sociaux. Mais tout cela n'était qu'une façade. C'est difficile pour une personne engagée dans une relation toxique d'ouvrir les yeux et de prendre la bonne décision. Le rôle des parents, c'est aussi de savoir protéger les enfants et c'est le plus grand regret des parents de Toni. Ils ont avoué n'avoir pas su voir les signes, ils regretteront toujours de ne pas avoir agi. J'espère qu'ils réussiront tout de même à faire leur deuil et avancer. Je pense que le message des parents est important. Si vous avez un doute concernant une relation, si vous pensez qu'une relation est toxique, ne fermez pas les yeux, ne détournez pas le regard, agissez et dénoncez même si vous n'êtes pas sûr. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Selon vous, les parents auraient-ils dû être plus vigilants? Auriez-vous accueilli de façon aussi chaleureuse le ou la petite amie de votre ado rencontré dans un centre de réhabilitation pour mineurs délinquants? Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Toni dans les commentaires. Je compte également sur vous pour notre challenge des 7000 likes. Je suis sûre qu'on va réussir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!